Dans le cadre de Vinapogée 2022, nous vous présentons un atelier intitulé Évolution. Manuel Perrondet, meilleur sommelier de France 2008 et MOF sommelier 2011, président de Chef d'œuvre, nous aide à remonter le temps. Il présente et commente des vins jeunes et à maturité de 3 vignerons de Vinapogée qui nous rejoignent pour la première fois cette année. Champagne Alfred Gracien, Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape et Domaine Combier en Rhône-Nord. Écoutez, très heureux de partager cet événement avec vous. D'abord, merci d'être présent à cette, je n'aime pas trop appeler ça masterclass parce que c'est presque limite inutile. L'idée, bien sûr, de ce salon Vinapogée, c'est le partage. Le partage du goût autour des vins à maturité, le partage autour de réflexions sur ce que peuvent être, bien sûr, les vins à maturité. Et bien sûr, et c'est peut-être le plus important, c'est de comprendre un petit peu, en fait, d'où certains viennent dans le moment où on est et où est-ce qu'ils vont, parce que les vins qu'on va déguster ensemble pour ce partage autour du domaine Combier, d'Alfred Gracien et de Beaucastel, c'est saisir des plaisirs dans le temps, les juger aujourd'hui, faire une photographie dans le temps de ce qu'ils proposent, mais c'est surtout aussi voir un petit peu l'évolution, les évolutions climatiques, les évolutions stylistiques. C'est un peu tordre le cou aussi à des a priori qui, peut-être dans l'univers du vin, ont été un peu figés, un peu comme pour tout, hein, dans l'univers de la mode, dans l'univers de la gastronomie, dans plein de choses. Et surtout après, peut-être, je l'espère, et c'est peut-être le plus important pour vous, beaucoup de plaisir à la dégustation. Et donc, en tant que sommelier, personnellement, je partageais un petit peu ces moments avec vous autour du vin, c'est se plonger un petit peu autour d'une réflexion commune. Alors j'espère qu'on va faire ça de manière un petit peu évidemment commune, où on va pouvoir échanger évidemment autour du ressenti. On va déguster, on va bien sûr commencer par les champagnes. On aura l'occasion de déguster Alfred Gracien 2007 en Magnum. Je vous parlerai un petit peu de la maison, du style et bien sûr de ce plaisir. Et puis après on va goûter les séries un peu collection de la cave du domaine, qui sont des vins qui ont passé beaucoup plus de temps sur latte. Et là c'est là qu'on va comprendre un petit peu la magie du temps, comprendre la magie du tirage liège, comprendre aussi ce qu'est le dosage. Et c'est intéressant parce que quand on se plonge dans l'univers des vieux champagnes, aujourd'hui tout est à la mode de l'épure, de la matière un peu plus effilée, de maturité plus aboutie de raisin, mais est-ce que ce sont les garants du vieillissement? Évidemment, ce seront avec les dosages très, très légers qu'on connaît maintenant, est-ce que ce sera la même chose dans 15 ou 20 ans? On verra un petit peu ce que nous donnent ces bouteilles-là. En tout cas, moi, ce que je voudrais simplement illustrer là, dans ce domaine-là, c'est voir 2 millésimes cueillis sur le fil, un millésime qui est un peu supérieur quand même, 98 pour Alfred Gracien. Et surtout, vous plongez un petit peu dans l'automne, dans le fruit sec, dans plein de choses, dans plein de nuances aromatiques que proposent évidemment les vieux champagnes, qui sont bien sûr d'un point de vue gastronomique extrêmement enthousiasmants. Ensuite, on fera un petit saut au domaine Combier. Donc, tout le monde connaît clairement le domaine, icône de Crozes-Hermitage. Et surtout, en fait, un regard posé sur une viticulture engagée. C'est-à-dire que le domaine Combier, c'est bio depuis 70. Il faut quand même comprendre un petit peu ce que ça représentait à l'époque. Le bio, aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde en veut. Mais là, on était quand même un peu en avance. Et de comprendre, on va déguster un millésime qui, à mon sens, est une icône de perfection, de maturité, d'acidité et de construction 2016. Ça, franchement, en Vallée du Rhône-Nord, on pourra marquer 2016 dans les annales de tout ce qui a été vraiment fait de plus grand, je pense, sur Crozes, Côte-Rôtie, Hermitage. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Et puis après, on va goûter aussi un millésime beaucoup plus ancien, qui était bâti différemment, peut-être qui commence un petit peu comme ça à poser le genou au sol, avec un millésime qui commence à se fondre un peu. Et on va essayer surtout de comprendre pourquoi, parce que l'idée, c'est pas de juger le plus grand vin de la série, c'est de comprendre qui est où et à quel moment en fonction de la matière dans laquelle il est né. Et puis après, on fera 3 millésimes de Beaucastel, ce qui normalement devrait vous mettre en route pour l'après-midi, avec un millésime magnifique 2019 qui va être illustré tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu, extrêmement dense, concentré, beaucoup de sel, beaucoup de magie, mais aussi beaucoup de Mourvèdre, et on verra ce qui est un peu le salut de Beaucastel. On parlera de 2 millésimes solaires ensuite, avec 2007 et 2011, qui sont aussi les témoins de ces années un peu chaudes et de ces équilibres en fait assez fascinants.
Et puis on essaiera de faire un petit peu la synthèse sur le bassin méditerranéen en fait, de ce qui naît aujourd'hui, des types de vendanges en fonction des cépages, en fonction de ce qui évidemment compose un petit peu tout ce relief méditerranéen. On essaiera bien entendu tous ensemble de voir vers ce quoi on se dirige. Ça vous va comme programme ? Bon, alors je vous propose une chose, si vous pouvez m'aider pour le service, on va commencer par servir le magnum de la maison Gratien le temps que... allez-y, servez même, ouvrez le deuxième. Le temps que chacun soit servi. J'aimerais simplement illustrer 2-3 petites choses sur cette maison. Vous savez, des maisons qui, comme Gratien, c'est pour témoigner simplement de ce que j'ai connu dans ma carrière de sommelier à l'époque, dans les années 2000, ce que j'ai connu par exemple quand je travaillais au Georges V, c'était une maison qui avait un recul absolument merveilleux sur les millésimés et sur cet univers en fait ponctué par la capacité qu'avaient les vins à vieillir, un style sans malolactique, donc qui est plus trop tendance. Aujourd'hui, les maisons qui ne font pas la malo, on les compte assez rapidement en Champagne. Évidemment, tout ça est une question de maturité de raisin, mais aussi d'engagement, de choix de cave, de profil de vin. Si aujourd'hui, tout est au laisser-aller, peut-être des fois aux nature ou à plein d'autres univers, moi, ce que j'aime dans ce style, c'est la capacité qu'ont les vins à garder une acidité intrinsèque magnifique, qui mérite du temps, clairement, au vieillissement, mais qui encaisse aussi très bien le dosage. Et les vins qu'on va déguster là sont les témoins de ça. C'est-à-dire que l'équilibre d'un vin ou la magie d'un vin, c'est très clairement la capacité qu'ont les éléments à se marier à un moment ou à un autre de la vie du vin. Et d'une certaine manière, ce qu'on va déguster là en magnum, d'abord c'est une photo ralentie de ce qu'est le millésime 2007 dans le temps, parce que les magnums, vous le savez, sont des formats qui privilégient évidemment la fraîcheur et la jeunesse aromatique. Les bouteilles évoluent un peu plus vite. Mais c'est aussi le format de garde, et c'est le format le plus festif aussi. Donc, le servir un petit peu en magnum comme ça pour ce salon, c'est bien sûr se plonger un petit peu dans l'univers de Gratien à travers une fraîcheur intacte et préservée, et surtout dans un vin qui commence un petit peu comme ça à poser les bases. Alors, c'est presque frustrant, mais ce profil de Champagne, à l'heure de l'artisanat champenois, à l'heure d'une viticulture plus engagée, à l'heure de maturité plus aboutie, de millésimes qui se succèdent et qui sont de plus en plus mûrs. Faut être conscient de l'époque qu'on vit. La magie de la Champagne, son effervescence raffinée, ses fraîcheurs, ses impacts de craie, etc. C'est merveilleux maintenant, mais rappelons simplement que c'est aussi une région où, sans le temps, on n'a rien, quoi. Et même les artisans champenois les plus brillants aujourd'hui, vous alliez chez Sellos, Aiguille Royet, tout ce que vous connaissez évidemment. Moi, j'aime simplement soutenir l'idée que les grands vins de Champagne sont l'équation entre un savoir-faire et le temps. Et quelle que soit évidemment la maison ou le style que vous aimez ou que vous défendez, il faut toujours quand même un petit peu comprendre qu'à un moment ou à un autre, le temps prend plus de poids sur le plaisir final que sur la pâte. Et ça, que vous soyez une méga star de Champagne ou autre, tout le monde vous le dira dans le creux de l'oreille. C'est un peu en fait l'humilité que ramène un petit peu la magie des lieux de France, c'est-à-dire se retirer derrière un lieu. Que vous appeliez dans d'autres régions, je ne sais pas, un super grand domaine de Moret-Saint-Denis ou que ce soit un super grand domaine de Bandol, quand passe 20 ou 30 ans, on dit ça c'est un grand Bandol, on ne dit pas c'est un Bandol de Pierre-Paul Jacques. C'est ça qui est assez important. C'est un peu ce que j'aimerais évidemment souligner en introduction de ce cours masterclass autour de l'évolution. Alors, déjà on va boire un millésime un petit peu vénérable, 2007, je ne sais pas si vous vous rappelez de 2007. Un peu tendu. On était moins alerte à l'époque sur les effets du réchauffement climatique, clairement. On n'avait pas du tout... on avait connu 2006, qui était un millésime un peu tropical, chaud, humide. On avait connu avec des acidités basses, des côtés un peu brouillons des fois dans les vins, et la Champagne particulièrement. Ce n'est pas un millésime dont on se rappellera beaucoup, même pour les rouges. 2006, c'était une année un petit peu challengeante. On ne va pas faire la synthèse de tout l'hexagone sur 2006, mais voilà.
Et puis il y a eu 2008 après, un millésime sur le fil, très tendu. En Champagne, c'était un millésime dit annoncé de feu, mais sur lesquels, un peu comme 96, on a des doutes sur le potentiel d'évolution des vins, tellement ils sont nés rasoir étendu. Donc on verra un petit peu ce que l'histoire nous dira de ces millésimes-là, même si on les a bien sûr encensés, appréciés. Voilà. Et au milieu de ça, il y a 2007. Alors 2007, ce n'est pas une année que beaucoup de maisons ont millésimé. Certains l'ont fait. Certains millésiment tout le temps, hein, mais certains l'ont fait. Et c'était un millésime que j'ai plutôt vu en Côte des Blancs, sur les Chardonnays par exemple, et qui s'est un petit peu déployé dans certaines grandes maisons, mais qui finalement porte un petit peu assez bien son lot d'équilibre, maturité, d'acidité. Ça, vous allez voir, c'est assez intéressant de commenter un petit peu ces millésimes 2007, et surtout quand ils sont un petit peu posés par le temps. Parce que la magie évidemment des grands vins de Champagne, c'est de les avoir attendus un petit peu comme ça. Tout ce qui va être esthétique de jeunesse par rapport à une matière va un petit peu, on va dire, se fondre dans l'univers de la prise de mousse, dans l'univers du soufre, dans l'univers de la liqueur d'expédition, dans tout ça. Et évidemment, l'esthétique du vin final est un petit peu évidemment camouflée derrière tout ça. On a moins, entre guillemets, de lisibilité du millésime en Champagne que sur... Enfin, on l'a plus aujourd'hui avec les dessins des vins qu'on fait, mais si franchement on prend un peu de recul et de hauteur, les millésimes champenois sont quand même un tout petit peu sous couvert aussi du savoir-faire maison, de l'intention qu'on va y porter, du dosage qu'on va y apporter, et aussi de plein de choses, des fermentations, des contenants de fermentation, etc. etc. Donc, quand on fait la synthèse finalement d'un millésime sur la région, il faut bien sûr prendre des pincettes et essayer aussi d'y aller tranquillement, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on va apprendre aussi dans cette dégustation. Il y a ce qu'on fait à un moment, puis il y a ce qu'on fait maintenant. Et évidemment, s'il y a un seul viticulteur dans la salle des vignerons qui sont présents aujourd'hui, qui vous proposent évidemment, qui vous disent qu'ils font exactement la même chose aujourd'hui que ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, personne ne vous dira ça globalement. Donc, je vous propose de passer à cette mise en bouche autour de Gratien et de ce millésime 2007 avec, vous allez voir, alors première chose, ces bacs carrés là, c'est pas juste pour la décoration. Moi j'aime beaucoup la prise de mousse sous liège. Personnellement, je trouve que c'est une vertu supérieure pour les vins. Non pas simplement pour le côté esthétique et autres, mais je trouve que la prise de liège est une micro-oxydation qui va comme ça un petit peu complexifier l'univers aromatique, mais surtout aussi détendre un petit peu les bouches. Moi, j'aime moins, en fait, je préfère le côté oxydatif dans les champagnes que le caractère, en fait, bridé, figé, un petit peu, on va dire, crispé de la matière qui, des fois, quand elle est un peu protégée de l'oxygène. Donc, j'aime bien cette idée que la prise de mouche se fasse sous liège, et vous observerez, et tous les grands chefs de cave vous le diront dans des grandes maisons, quand on fait sur des gros formats des prises de mousse sous liège, on obtient en fait une complexité accrue. Même si vous allez dans des maisons un peu plus importantes, comme Veuve Clicquot par exemple, ils vous diront que les magnums ou certains Jéroboam ou gros contenants sont tirés sous liège souvent, parce que en fait, ces contenants festifs sont aussi des fois beaucoup plus complexes avec ce tirage sous liège, et on en obtient en fait une lecture beaucoup plus accrue. Donc, premier détail important, quand on dessine des grands vins de complexité et surtout des vins voués à vieillir, moi j'aime cette idée-là, et vous verrez bien sûr que l'artisanat champenois a complètement embrayé. Si vous allez voir un petit peu les très bons auteurs comme Raphaël Bérèche, Co, vous verrez que les prises sous liège se font de plus en plus, et ce bien sûr sur des terroirs identitaires avec des fois des millésimés, etc. etc. Bon, donc moi j'aime bien cette idée-là parce que ça va complètement un petit peu ouvrir les chakras et les univers. Ensuite, pour revenir un petit peu à cet univers de Gratien, écoutez, moi j'aime cette maison depuis pas mal d'années parce qu'elle a toujours été, on va dire, le garant de ce savoir-faire, d'un profil en fait on va dire en distension entre tension acidulée, bien sûr intrinsèquement liée par l'acide malique dans les raisins qui est préservé. Les acides maliques dans la Champagne, c'est quand même assez tight, et moins aujourd'hui, mais globalement, ce genre d'acidité va tendre les bouches, les rendre un peu plus dynamiques, les rendre un petit peu plus vives comme ça, et quelque chose d'un petit peu plus saillant pour les papilles, on va en parler en dégustation. Mais derrière, tout est compromis par la capacité qu'ont les vins à encaisser la liqueur d'expédition, par l'oxydation ménagère apportée par l'élevage,
Tout ça, évidemment, porté également par les messages de la prise de mousse en bouteille et de cet élevage sur lit qui va nourrir un petit peu le milieu fermentaire et qui va apporter aussi des connotations, moi que j'adore en tout cas chez Gratien, c'est l'ouverture, on en parlera un petit peu plus sur le 98 qu'on va sortir de la glace pour pas qu'il soit trop froid d'ailleurs. Mais globalement, c'est un univers qu'il faut aller chercher sur l'humus, sur l'automne, sur le fruit sec. Et tout ça est très intéressant pour comprendre un petit peu la dimension gastronomique qu'apportent ces vins. Donc ce 2007 de chez Gratien, vous voyez, je dirais qu'il est en début de phase de maturité. C'est intéressant d'aller choper un petit peu ces messages. Bien sûr, la bulle est très très fine, très subtile. C'est un peu l'apanage des grands vins de Champagne. Il faut aller chercher un petit peu quand ils sont posés par le temps. Et c'est un petit peu la sagesse en bouteille qui va apporter ça. Ce que je reproche beaucoup moi à l'artisanat champenois aujourd'hui, c'est le manque de temps dans les cuvées. J'adore évidemment tout ce que font de très bonnes maisons aujourd'hui sur des millésimes plus récents. Mais ce qui leur manque, c'est 4-5 ans de latte pour arriver à cet accomplissement total. Ce qu'offrent évidemment des maisons de demi-taille, voire de taille un peu plus importante en Champagne. Donc cette économie champenoise qui est en train de pivoter un petit peu aujourd'hui entre la notoriété des grandes maisons et l'artisanat permet un petit peu d'établir comme ça des bases de réflexion très intéressantes à mon sens sur l'apanage de ce qu'est un grand vin de Champagne. Une bulle posée, une liqueur plus intégrée, une maturité plus poussée, des doses de soufre qui baissent, des réflexions sur les prises de liège, etc., etc. Donc en fait, cette région, elle n'est pas juste figée, elle est en train d'évoluer tranquillement. Et le crantage, entre guillemets, qualitatif que l'on a sur l'artisanat champenois qui tire un petit peu, nous amène aussi vers des réflexions différentes avec l'artisanat champenois. Alors allons-y avec ce 2007 de Gratien, qui va tranquillement vous amener dans un univers assez chouette. Donc bon, là, évidemment, vous êtes dominé. Il y a 25% de meunier dans ce 2007 de chez Gratien. C'est intéressant parce que le meunier, c'est un cépage qu'on a un peu boudé pendant cette décennie 2000. Maintenant, on y revient un peu plus quand même. Vous verrez que il y a pas mal de très très bons faiseurs qui reviennent très très fort avec le meunier, qui le travaillent beaucoup plus. Et ce cépage qui complète évidemment le pinot noir et chardonnay est en train de revenir un petit peu. Je voulais ouvrir simplement cette parenthèse pour vous, parce que dans l'univers des vins de Champagne, la présence du pinot meunier, d'une certaine manière, s'il a été boudé et qu'il a échappé bien sûr au grand cru de l'appellation, est en train de revenir très fort. Et vous verrez, en fait, au fur et à mesure que le meunier dans les assemblages est très, très, très intéressant, beaucoup plus intéressant en tout cas maintenant, aujourd'hui, que ce qu'il n'a jamais été. Et vous verrez revenir un petit peu ça. Alors, dans le verre, évidemment, c'est un champagne à maturité, bien posé, la jolie robe dorée, l'effervescence ouatée très légère. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'univers du nez, quoi. Ce côté un petit peu pâtissier levurien, très, très tranquillement tourné vers un léger réveil automnal des saveurs. Moi, je suis sur le côté châtaigne, fruits secs, noisettes du Piémont râpées, le côté un peu champignon frais, le sentiment un petit peu d'humus qui va tranquillement chatouiller le nez. Au-delà, bien sûr, d'une connotation de poire, d'une connotation un petit peu de noix fraîches, d'univers un peu oléagineux qui nous amène tranquillement vers l'univers évidemment semi-oxydatif des grands vins de Champagne, mais avec évidemment un ralentissement de cette évolution lié au fait qu'on soit aussi sur des pH et des acidités un petit peu plus toniques sur ces profils de vins qui sont sans malolactiques. Ensuite, ce que j'aimerais simplement souligner dans ce vin, c'est que pour avoir dégusté récemment pas mal de 2007, je n'ai pas d'univers lactique. Vous savez, le caractère un peu yaourt, acidulé, crème fraîche, etc., qu'on peut avoir, des fois même un peu exotique, ou voire beurré ou rancio du beurré, beurre rance, qu'on peut avoir sur pas mal de 2007 aujourd'hui, pour des champagnes qui ont fait la malolactique et qui commencent à basculer un peu dans le côté obscur de cette dimension-là. Et moi, ce 2007, je le trouve très beau parce que j'ai pas cette dimension lactique et j'aime bien cet univers de fraîcheur qui est préservé avec cette lente évolution sur l'autolyse des levures, ce caractère un petit peu châtaigne, cette dimension un petit peu fruits secs. Et on est à la frontière en fait entre la réduction, ce côté un petit peu pop-corn, un peu silex gris, silex fumé, etc. et cet univers de lente évolution. Et donc pour moi, ça c'est une vraie belle évolution. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne partira pas en oxydation évoluée, prématurée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, quand on achète un joli vin de Champagne,
c'est important parce que très souvent, on a tendance à les consommer de manière un peu instantanée, rapide. Mais en fait, ce que j'aime bien aussi dans cet univers-là un petit peu tendu de jeunesse, de ces millésimés de chez Gratien, c'est qu'ils encaissent très très bien leur liqueur d'expédition. C'est des dosages quand même qui sont assez hauts par rapport à ce qu'on voit au marché, c'est 8 grammes. Et en même temps, par rapport à ce profil de vin, ça marche très bien. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre la sensation acidulée et le confort qu'on va apporter par le dosage. Alors allez-y, vous allez voir en bouche. Deux choses. Une matière assez ouatée, très fine, très délicate de la bulle. Moi, j'adore ce profil de bulle. À aucun moment, vous avez, quand vous gardez en bouche, le côté machine à laver de la matière, de la mousse, qui va, entre guillemets, prendre le pas sur le côté un peu crémeux et posé de la matière. Première chose. Deuxième chose, assez intéressante, c'est cette sensation un peu salivante sur les côtés de la langue, évidemment, qui est le relief évidemment de l'acidité, du côté un peu saillant du profil Gratien, avec ici évidemment un caractère un peu fondu, une matière qui se pose. Pour vous rappeler un petit peu les schémas d'évolution, et vous verrez que c'est assez vérifiable dans la majorité des vins que vous dégusterez. Si vous avez des blancs à pH bas, avec des acidités assez hautes, quand on leur apporte du temps, on écarte un petit peu, on apporte un peu de gras à la sensation acidulée. Et à l'inverse, dans les schémas d'évolution, quand vous avez une matière riche et dense, je prends Châteauneuf-du-Pape, blanc par exemple, Hermitage blanc et autres, en fait on part dans le chemin inverse. Tout ce qui est large va s'affiner, à condition qu'on ait un socle géologique minéral fort. Et bien entendu qu'on ait un peu préservé évidemment le vin de l'oxydation. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les vins à structure acide s'élargissent avec le temps et que les vins à structure large se minéralisent avec le temps. Et en fait, là, on est dans un combo intéressant. On a l'acidité qui se pose un peu sur les côtés de la langue et qui va élargir un petit peu le message. Et on a aussi la liqueur d'expédition qui est parfaitement fondue. Moi, je n'ai pas du tout de côté sucre de canne, sucraillon. Vous savez, c'est peut-être ce côté un petit peu, peut-être des fois un petit peu sour, un peu sweet sour, acidulé et sucré en même temps que les liqueurs d'expédition apportent. Parce que ça, c'est le temps qui a permis aussi à la matière d'encaisser évidemment cette liqueur. Et en fait, les champagnes de structure comme ça, sans malolactique, avec un peu de dosage et du temps, ça donne ça. C'est-à-dire un équilibre assez fusionnel des éléments. C'est un peu comme dans un grand dessert en fait. Vous avez de la douceur d'un côté, les sensations acidulées de l'autre, et en fait, à la fin, tout vous paraît très harmonieux, très équilibré. Alors, je ne sais pas comment vous jugez évidemment cette bouteille de 2007, mais moi, j'aime beaucoup, et je vous laisse évidemment à chacun à vos commentaires sur la sensibilité évidemment de chacun. Mais pour simplement souligner le caractère gastronomique de la chose, sincèrement, ça, c'est du cep frais, c'est le caractère automnal des saveurs. Il faut aller chercher les belles préparations de l'automne. Saint-Jacques, cep, etc. Vous pouvez, moi je suis sur octobre, novembre, là, on est dans la saisonnalité. Et si vous êtes un petit peu plus à l'aise, allez chercher la truffe blanche. Il faut bien sûr aller chercher sur cet univers-là aromatique tout ce qui est truffe blanche, châtaigne, univers des beaux crustacés. C'est vraiment des champagnes de fête, quoi. Il faut aller chercher cet univers-là pour aller flirter un petit peu avec ces fragrances. Vous aimez ? Bon, je sais que vous avez tout premier vin, donc tout à l'heure vous direz oui, 8e vin. Ok. On y va avec le 98 ? Alors, évidemment, ce qu'on aimerait évidemment dans ce 2007, c'est beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'allonge gustative, beaucoup plus d'autoroute. Alors, l'autoroute arrive. Moi, ce que j'observe, en tout cas, pour avoir bu pas mal de vieux champagnes, c'est que au pays des grands champagnes de lieu, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Si vous buvez des grands crus d'Ailly, du Ménil, de tous ces grands terroirs où il y a une persistance aromatique intense supérieure, vous serez sur des monoparcellaires, vous aurez des allonges gustatives différentes. Par contre, sur les assemblages, tout ce qui est des cuvées qui sont fondées sur des très très beaux lieux, il faut le temps. Il faut en fait que le temps fasse son œuvre. Vous allez pouvoir déguster 98 là, sur des cuvées qui ont fait passer plus de temps au contact des lits. Et ce qui est intéressant avec le 98 qu'on va déguster, c'est l'idée que la magie passe avec
les années. C'est-à-dire que c'est vraiment, plus on gagne de temps sur latte, plus les lits nourrissent le milieu. Plus les lits nourrissent le milieu, plus on a un gras sec conséquent, plus on a un univers complexe, plus on va chercher les vins dans la dimension. Je vous laisse faire le calcul ou réfléchir à ça, mais globalement, vous bossez aujourd'hui, vous êtes payé dans 20 ans ou 25 ans. Ce qui reste évidemment une équation un peu particulière. Mais ce qui est magique dans les grands vins à maturité, sur ceux qui ont composé entre guillemets avec beaucoup de temps sur latte, c'est que tout est posé. Le chakra est ouvert, l'univers, le fondu est magnifique, les acidités sont posées. En fait, ce qui nous manque en fait aujourd'hui dans la consommation du vin en Champagne, sur la réflexion qu'on pourrait poser par rapport à tous les différents styles, différents artisans et autres, c'est le fait qu'on ne prenne pas assez le temps. Vous pourriez attendre par exemple un brut sans année en bouteille, en magnum par exemple. Je dis toujours ça moi. Un brut sans année, vous l'achetez en janvier et vous le buvez en décembre. Parce que c'est là que la liqueur d'expédition va vraiment être intégrée. C'est là que toutes les matières vont se poser. Vous achetez un magnum, vous le buvez dans 5 ans. Parce que c'est là que la magie du magnum va opérer, etc. Et vous achetez un millésimé, là encore, on est sur un autre schéma. Et bien entendu, je ne parle pas des grandes cuvées qui ont, elles, pour vertu d'être des grands ambassadeurs de la gastronomie et surtout des grands vins de temps à mettre en exergue avec leur potentiel gastronomique. Donc, ça, c'est une invitation. Et pour avoir fait le test, même pour des cuvées modestes, entre guillemets, des simples bruts sans année sur des gros formats attendus en cave, sincèrement, le temps, c'est le meilleur allié que vous ayez pour ces grands vins qui sont, rappelons-le simplement, à partir du moment où ils sont en bouteille, élevés en milieu réducteur. C'est du gaz carbonique, c'est une liqueur d'expédition qui contient un petit peu de soufre, c'est tout ça. Donc il faut évidemment avoir cette réflexion-là. Alors évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup évolué, et c'est un peu la fin de cette présentation autour de la Champagne. On a évolué sur l'agronomie, sur la maturité des raisins, sur la concentration en extrait sec qu'ils proposent, sur les pH, les acidités, les effets terroirs. On affine aussi considérablement les choix d'élevage que l'on fait par rapport aux matières. On sort un petit peu de l'inox, on revient un petit peu au bois, mais aussi on améliore les bois. Enfin, c'est ça qui est fascinant dans la période qu'on traverse. Ça n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui, entre guillemets. Et puis derrière, si on pousse la réflexion très très loin, on n'est plus du tout. Il y a quand même des gens qui vont jusqu'au soufre de mine. Il y en a qui vont qui utilisent ou quasiment plus de soufre dans les liqueurs d'expédition. Il y en a qui mettent de moins en moins de liqueurs d'expédition, mais qui ont des maturités beaucoup plus poussées, avec un volume en bouche beaucoup plus intense. Donc bref, on est en train de changer un petit peu. Et bien entendu, le réchauffement climatique est au service de la complexité accrue des raisins et aussi de leur concentration naturelle pour obtenir finalement des plaisirs en évolution. Alors écoutez, là on remonte un petit peu le temps, on parle de ce 98, même s'il est évidemment une parenthèse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de facilité à faire des grands millésimés en Champagne que dans cette décennie-là. J'aimerais simplement, c'était beaucoup plus facile. L'équilibre sucre-acidité était quand même très différent. Et surtout dans cette décennie, on était plus sur le style que des fois l'identité de lieu. Alors vous verrez que maintenant on est en train d'aller vers l'identité de lieu, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de l'évolution d'une région. Là on était bien sûr sur des profils de style, je ne parle pas que de la maison Gratien, je parle de toutes les maisons bien entendu, pour dire que tout était bien sûr posé sur une envie entre guillemets des chefs de cave, des maisons, etc., d'avoir leur propre signature, leur propre identité. Alors cette identité, elle doit être préservée, mais aujourd'hui, maintenant, elle pivote un petit peu avec l'identité de lieu, elle pivote un petit peu avec l'identité des millésimes, et aussi avec, et c'est important de le dire, avec une courbe en fait d'évolution. Alors, 98, très beau millésime, mine de rien, Champagne. On a des beaux 98, je pense que la Champagne a connu 88-90, jusqu'à 95. Ça a été un petit trou d'air. 96, vous vous rappelez de 96 ? Millésime un peu comme 2008, vous voyez, très tendu, vent du nord, très froid le matin. Vous allez à l'école, il faisait très froid. Moi je me rappelle, j'allais à l'école. Et il faisait très froid et soleil. Un peu la journée de samedi, vous voyez ?
C'est très beau, mais voilà. Donc là, on a des maturités très lentes et ça va très très doucement. Alors ça fait des raisins un peu tight. Et alors, les mauvaises langues de 2021 disent on a fait des 96. Ça veut dire que ça va tracer, quoi. C'est-à-dire que c'était mûr à 11 d'alcool, quoi. Voilà, voilà. Mais globalement, on n'a plus du tout connu ces millésimes-là, à part en 2021, on a un cycle végétatif très tardif, très ralenti et autres. Mais c'est un millésime très très froid. Et très glacial, dans lequel, en fait, la Champagne s'est immiscée, a produit des vins sur le fil, mais pas que la Champagne, toute la France, la Bourgogne et autres. Mais la maturité sur le fil, des fois, quand on veut faire des vins qui tiennent un petit peu dans le temps, c'est comme ça ou comme ça, quoi. On est sur la crête. Alors ça dépend de quel côté on tombe, mais vous verrez que beaucoup de 96, mine de rien, n'ont pas tenu leurs promesses. Il y en a des très beaux et il y en a qui ont moins bien tenu. C'est des champagnes qui étaient très dosés. Cristal 96, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 13 grammes de... Ouais. Non, mais je parle de 96, je suis en train de parler de la décennie 90. De 96, je crois que Cristal 96, à l'époque, c'était 13 ou 14 grammes de dosage. Pour vous dire, hein, qui fait aujourd'hui une bouteille plutôt pas mal. Hein. Mais c'est une vision à l'époque des éléments, etc. Ensuite, 97, il y a eu quelques beaux 97. Gracien en a fait des très beaux, très humus, très automne, très sous-bois. J'en ai servi pas mal au Royal Monceau, d'ailleurs, je me rappelle. On servait ça sur les châtaignes et autres, c'était très bien. Et puis, 98, un millésime, finalement, je pense que entre 96 et 2002, je pense que c'est un millésime que je préfère in fine, en fait, à la fin. Enfin, c'est celui qui, pour moi, ira peut-être le plus loin dans ce secteur-là. Alors, allons-y avec ce 98, parce que le temps tourne. Mais ce qui est intéressant dans ce vin, c'est qu'il va vous plonger dans le caractère beaucoup plus automnal, hein, un petit peu de saveur. Vous êtes peut-être un petit peu bercé sur le panier de champignons en frais, le caractère un petit peu châtaigne, plus prononcé, éclat de pierre aussi. Je trouve que ça se minéralise bien. C'est pas... Là encore, on n'est pas du tout sur un milieu trop levurien. On a un univers aromatique qui appartient un petit peu plus au terroir qu'à l'univers fermentaire. Ce que j'aime bien aussi dans cette maison chez Gracien, c'est que, vous savez, par exemple, le style Dom Pérignon, par exemple, si je le compare, il est assez reconnaissable, mais il est très levurien. Il est très stylistiquement orienté par rapport au milieu levurien. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a un petit peu d'éclat de terroir, un peu de craie, un peu d'agrumes, un peu d'écorce d'agrumes, un peu d'amertume, un peu etc., qui se greffe à tout cet univers-là. Et j'aime bien les champagnes de confort, mais à partir du moment où on a découvert en fait tout ce qui naît aujourd'hui dans la vigne et en Champagne, c'est-à-dire des vins avec beaucoup plus de salinité, des impacts minéraux beaucoup plus forts, des persistances salines beaucoup plus supérieures, en fait, à la fin, on s'ennuie presque en fait, avec cet univers quasi levurien qu'on a toutes et tous apprécié. Néanmoins, je vous assure qu'un vieux Dom Pérignon, je l'aime bien aussi. Personne crache dans la soupe. On est en train simplement d'évoluer par rapport à ce qui a été produit à une époque et par rapport à ce que l'on boit maintenant. Alors vous allez voir en bouche, mousse tout aussi posée, quasiment en train de se fondre. Moi j'aime bien cet univers des champagnes qui commencent à poser un petit peu leur boule comme ça, où globalement le gaz carbonique devient un détail. C'est-à-dire que il est là, entre guillemets, en support de sensations acidulées, mais en fait, à aucun moment, le gaz carbonique ne devient un argument. C'est un peu la magie des vieux champagnes. Vous ne les verrez quasiment plus, les bulles, dans un vieux champagne. Il y arrive même des fois de les carafer. Ça, c'est intéressant. Je vous invite à faire ce test. Prenez un magnum d'un vieux champagne, carafez-en une petite partie, servez-vous un verre et comparez après avec le verre témoin, entre guillemets, du magnum. Là, c'est très intéressant comme apprentissage parce que vous verrez qu'en fait, le gaz carbonique qui reste disparaît et ouvre les chakras d'un univers aromatique tactile, sensoriel qui laisse apparaître un peu plus le vin. Mais simplement, on remue un petit peu ici dans ce 98, une structure alcool plus basse, des sensations saillantes un petit peu plus élevées et en fait, un univers en fait, qui s'est fondu et qui s'est posé comme ça. Et en fait, dans cet univers de la Champagne des années 90, on a une époque, comme on en a eu dans les années 80 ou comme on en a eu dans les années 70 ou 60, tous ces vins tiennent, ils ont une très très bonne acidité et on verra un petit peu ce que nous offrira la décennie 2010
au vieillissement, je l'espère dans 20 ans ou 30 ans ici, dans un autre salon ou autre, je l'espère pour vous en tout cas. Mais ce qui est impressionnant dans ce qu'offrent évidemment les perspectives de ces vins-là, c'est que là on est assis sur l'acidité, vous le sentez, on est saillant, salivant, sapide, salin, un peu automne, humus, un peu de confort de liqueur d'expédition mais très peu, et en fait une bulle qui comme ça commence à s'étirer, là c'est un vin parfaitement à maturité. On verra ce que nous donneront en fait les maturités plus soutenues de la décennie 2010. Hein, qu'est-ce que donnera 2012 ? 2012 est une grosse année, avec des grosses épaules, avec du confort, avec tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on aura l'acidité ? Est-ce qu'on aura le salin ? Est-ce qu'on aura plein de choses ? Est-ce qu'on aura la bulle posée comme ça dans le temps ? Réponse dans 15 ans. Ça laisse évidemment songeur. Mais en tout cas, le dessin des vins que l'on fait maintenant par rapport au dessin qu'on faisait un petit peu avant, c'est qu'on baisse les dosages aujourd'hui, on élargit un petit peu les bouches, on concentre un peu plus les extraits secs. Peut-être qu'on aura des plaisirs supérieurs. Ce sera difficile évidemment de les comparer. De toute façon, évidemment, c'est impossible. Mais ce qui est intéressant évidemment dans cette dualité évidemment des moments, c'est qu'on est en train d'essayer de saisir des plaisirs dans le temps. Vous avez aimé ce petit 98 là ? Voilà. Hein, bon, tarte fine au cèpe, quelques copeaux de noix, 2-3 lamelles de jambon ibérique et vous êtes pas mal. Non mais les vieux champagnes, merveilleux. Hein, essayez avec un brie mendiant. Vous voyez, un brie farci, mascarpone, fruits secs, noix, un peu caramélisé, etc. Ça marche très très fort. Vous pouvez faire... on faisait au Royal Monceau, on faisait un truc qui s'appelait cheese set et match. Et je servais beaucoup de vieux champagne sur toutes les pâtes fleuries. Quand on y invite un peu d'automne, d'humus, etc. Vous pouvez même faire des très beaux mariages, par exemple. Moi, je vous invite à faire ça. Pain grillé, bon pain au levain grillé, très bonne huile d'olive, une petite tranche de Saint-Nectaire fermier, et vous mettez un petit peu dessus une petite marmelade de champignons comme ça que vous avez faite. Alors ça peut être des pleurotes, ça peut être des fruits, ça peut être très simple, ça peut être des champignons de Paris ou autre, avec une petite marmelade de champignons. Et vous faites le mariage comme ça entre le croustillant du pain, le lactique du fromage qui fonctionne plutôt très bien, l'univers automnal et humus de la marmelade de champignons, et servez un vieux champagne avec. Ça, c'est très très beau parce que vous pouvez évidemment aller chercher... moi, j'aime bien servir des vieux champagnes, pas avant le dessert, pas sur le dessert, surtout pas sur le dessert, mais plutôt au moment du fromage, parce que c'est là que vous recréez un petit peu de rythme dans la soirée et de plaisir. Voilà pour la petite phase un peu gourmande. Sachez également que tout ce qui est protéines concentrées, un peu, vous savez, tout ce qui est un peu lactique, moi j'aime beaucoup servir des très très vieux comptes d'âge de comté ou des très vieux comptes d'âge de parmesan ou autre. Sur ça, voilà, c'est un vieux champagne, une vieille lamelle un vieux parmesan en lamelle comme ça, bien choisi. C'est juste ce qu'on appelle les joies simples, plutôt efficace. Voilà, donc on y va avec la suite de cette dégustation. J'espère que vous avez passé un bon moment jusque-là. On va commencer avec donc, le domaine Combier à Crozes-Hermitage. Très intéressant. Alors, allez-y, servez le 2016 en premier. On va vous servir 2016 du Clos des Grives, donc, qui est un lieu-dit parcellaire, magnifique histoire, success story même du Clos des Grives. Ce qui est intéressant dans le millésime qu'on va déguster, c'est qu'on a en fait l'alignement des planètes parfait. L'apanage d'un style, la maturité parfaite, très bon pH, très bonne acidité, parfaite concentration dans les raisins, parfait degré d'élevage et de maîtrise de l'élevage. On va en parler un petit peu tout à l'heure pendant les rouges, parce que là, évidemment, les élevages sous bois, c'est crucial évidemment pour ne pas fatiguer les vins, c'est pour les accompagner sans les fatiguer. Donc c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu la limite de l'exercice. Je vous rappelle que on va parler un petit peu des années 90 en rouge, mais c'était l'époque où on avait tendance à vouloir faire la grenouille plus grosse que le bœuf. C'était l'époque où on voulait faire des vins extrêmement accompagnés, il fallait des grosses notes, patati patata. Des gars comme François Villard rêvaient, je me rappelle, du 100 sur 100 par cœur. Enfin, ils en rêvaient la nuit, quoi. C'était vraiment du fantasme pur, quoi. Hein. Et tout ça était accompagné d'empreintes stylistiques, de choix de bois, de plein de choses qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est intéressant cette comparaison de 96-2016, c'est qu'aujourd'hui on va avoir le premier alignement des planètes parfait, et on va en parler un petit peu, sur Crozes-Hermitage, avec, pour moi en fait, ce qui est intéressant, hein, et vous retrouverez ça en 2020, parce qu'en 2017, 2018, 2019, vous verrez qu'en fait le climat l'emporte sur le lieu.
En 2020, à Crozes-Hermitage, vous retrouverez des équilibres qu'on a connus en 96, qu'on a connus peut-être en 2012, en 2011 et autres. Et donc, là où la maturité de l'alcool, où la Syrah est mûre en alcool bas. J'aimerais simplement rappeler que sur la vallée du Rhône Nord, ce qui est intéressant, jusque les 10 km qui soulignent le sud de Valence, la climatologie est plutôt bourguignonne, suisse même, voire fraîche. Elle n'est pas forcément impactée par le climat rhodanien. On voit clairement la végétation changer. Si vous descendez au sud de Valence en vacances, vous verrez en voiture que ça a un véritable impact. On voit vraiment la signature, on voit la géologie changer, on voit la climatologie changer et la végétation changer. Les maisons ont des toits plus bas, etc. Donc globalement, vous verrez qu'il se passe un truc climatique. Mais 2018, 2019, 2017 également, un petit peu plus dense et chaud, ont un peu écrasé les messages de la Syrah de la vallée du Rhône septentrionale. Alors il y a des très très bons résultats. Je pense que le millésime qui aura sauvé un petit peu son épingle du jeu des trois, ça aura été 2019 parce qu'il est concentré par le sel, il est concentré, il a une énergie particulière. Mais les côtes-rôties font quand même 13,5-14, voire un peu plus sur Crozes-Hermitage, etc. Donc ce qui est intéressant évidemment dans le message qu'on va saisir là, sur ce 2016, c'est, merci beaucoup, la Syrah en alcool bas, à 13 degrés, maîtrisée, avec une bonne acidité et surtout un élevage beaucoup moins ambitieux que ce que Laurent a fait dans le passé. Laurent n'a pas fait des vins trop grossiers. Il a rarement fait goûter 96, on va goûter 96 après. Vous allez voir que c'est presque une faute. En 97 est très beau, par exemple, au Côte des Grives, parce que c'est une belle bouteille qui a évolué noblement. Mais 96, on verra en fait les deux, peut-être un peu de défauts, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qu'était 96 au Clos des Grives pour Laurent Combier, l'acidité et le bois qui a séché un peu les vins. Donc on va en parler un petit peu. Alors, évidemment, pour comprendre, on a un vin témoin qui est magnifique et qui permet évidemment de comprendre un petit peu ce qu'est un millésime où les planètes sont alignées, 2016. Magnifique jeunesse, évidemment. Joli concentré de noyaux, de côté cerise, un peu fumé, un peu poivré. La Syrah est très expressive dans ce côté un peu cendré qui vient tranquillement, un peu, je trouve, graphite, bois brûlé du bois, ce côté un peu lardé qui vient tranquillement chatouiller le nez. On n'a pas complètement le bacon, le côté fumé, on n'a pas le menthol qu'on a dans certaines côtes rôties en vendange entière et autres. Je rappelle simplement que le Clos des Grives, on égrappe beaucoup sur cette cuvée. Et ce qui est intéressant dans le contraste ici, c'est le caractère olive noire, tranquillement tapenade qui vient dans le fond du verre avec le noyau et cette concordance du boisé très finement fondu comme ça qui arrive et qui apporte sur ce côté, je trouve, un petit peu cendré, fumé, un relief. C'est encore évidemment très jeune. Les équilibres alcool sur le Clos des Grives en 2016, c'est 13,5 sur l'étiquette. Mais si vous montez, si vous regardez un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à 2013 dans la vallée du Rhône, vous verrez rarement des étiquettes de Rhône Nord à plus de 13 degrés. Les côtes rôties, sessuelles, etc. Et je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est que quand j'étais sommelier chez Taïwan, on s'était amusé à faire une comparaison assez intéressante entre les degrés d'alcool acquis aux États-Unis entre les années 76 et 85 et 85-95. Et on avait tout dégusté à l'aveugle sur des domaines assez connus. Et on s'apercevait en fait que les structures alcool, des fois un peu dominantes, 14, 13,5, 14, 15, ne permettaient pas à certains vins de vieillir très très bien, sur certains cépages à structure acide, pinot noir ou d'autres. Et en fait, ou même la Syrah, on s'apercevait en fait que les bouches étaient un petit peu fanées ou que les plaisirs étaient fanés avant celles qui étaient nées avant. Et donc, moi, ma réflexion est là-dessus. Moi, je préfère clairement avoir ce genre d'équilibre-là, alcool, sur les vins de Crozes-Hermitage, Côte-Rôtie et des Syrahs nord-rhodaniennes, que sur certaines structures plutôt récentes, même si évidemment ça apporte des nuances différentes, du confort différent. Et je vous invite à réfléchir sur ça, c'est parce qu'on est au Salon des vins à maturité, quels sont les vins qui vieilliront le mieux? Très souvent, ce n'est pas forcément les vins qui ont les plus grosses structures qui vieillissent le mieux, ce sont peut-être les vins qui sont un peu plus sur le fil, qui ont un peu plus d'acidité, et c'est une alchimie, bien entendu, que chaque viticulteur essaye d'avoir. Bon, en bouche, c'est l'île de la tentation, quand même.
avouez quand même que le Clos des Grives, ça met tout le monde d'accord. Je connais personne qui n'aime pas le Clos des Grives. Alors s'il y en a dans la salle, vous pouvez sortir maintenant. Mais globalement, c'est quand même un vin qui porte les messages de Crozes-Hermitage haut et fort. Il n'y a pas énormément de cuvées sur ces plateaux de galets à astérie calcaire là, qui proposent des vins avec des vraies longueurs comme ça. On a souvent des plaisirs sensoriels, variétaux, très sympas sur Crozes et autres, mais des vins qui ont cette complexité, cette salivation, cette longueur. Là, on réduit quand même considérablement le spectre. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le Clos des Grives, qui est là depuis tant d'années, est évidemment un des remparts à l'envie de consommer trop tôt, quoi. Hein, c'est vrai que les Crozes, on les boit, on les ouvre, on les claque, on boit des 2019, des 2020 et autres, et tout le monde fait la même chose, moi y compris, même si je dis qu'il ne faut pas le faire. Mais je l'avoue. Et après, derrière, cette bouteille vieillit incroyablement bien. Hein, nous, on a fait chez Chef d'Œuvre, on avait fait une soirée qui s'appelait Verticale de Clos des Grives et Verticale de Côte de Bœuf. Je vous laisse imaginer le concept. Mais c'est vrai que ce caractère cendré, humus, poivré, etc., appelle évidemment des maturations intéressantes de viande, aussi des viandes de goût. Évidemment, vous pouvez aller chercher du pigeon, plein de choses qui sont super. Mais cette signature, moi j'aime bien. Vous avez ce côté un peu olive, noyau, menthol. Vous l'aurez toujours sur les Syrah du Rhône-Nord. Et cette bouche un peu fuselée, sans épaisseur, sans douceur, sans sucrosité. On l'a plus en Rhône-Nord et sur les beaux terroirs de Côte-Rôtie, Crozes-Hermitage que sur... voilà. Ce que j'aime bien aussi dans le Clos des Grives, c'est la classe. Parce qu'il y a beaucoup de très beaux Saint-Joseph qui peuvent boxer dans cette catégorie en termes d'équilibre, de sensation de maturité. Mais il y a une classe, il y a un éclat, il y a un truc, il y a une griffe. Et ils sont bons pour ça. Et Laurent et ses enfants, aujourd'hui, sont évidemment les témoins de la capacité qu'ont ces terroirs un peu plus alluvionnaires. Enfin, vous avez peut-être tous été au domaine ou dans ces terroirs. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur des coteaux, on est quand même sur des terroirs très alluvionnaires du Rhône, et dans lesquels, évidemment, l'évidence terroir, on n'est pas dans la Roche-Mer, est beaucoup moins évidente comme ça. Donc, moi, je dis chapeau parce que ça fait partie, évidemment, des icônes de régularité, des métronomes de plaisir du Rhône-Nord, qui sont des benchmarks prix-plaisir intéressants, et surtout des vins qui ont une capacité à vieillir admirable. Vous pouvez boire aujourd'hui des 2001 à tomber par terre, 2004, 2007, etc. C'est poum, 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 poum. C'est un sniper, Laurent Combier. Il met tout dans le 6. Hein. C'est vraiment... Voilà. Alors, on va goûter 96. Vous devez voir dans une autre époque. Je vous laisse servir. Bon, 96. Non, la difficulté des rouges de 96, c'est quoi? C'est l'acidité. En fait, la difficulté des rouges, qu'ont les rouges à évoluer dans le temps, ce sont bien sûr ces paramètres de maturité, d'acidité. Alors, si aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, c'est-à-dire que globalement, tout le monde est mûr, quoi. Il n'y a qu'en 2021 qu'on a racheté du sucre. Hein, je rappelle qu'on a racheté l'économie du sucre, c'est très bien porté en 2021. Je me rappelle avoir eu un coup de téléphone en 2021 avec Pierre-Jean Villa qui me disait « Écoute, si c'est mûr à 11,5 d'alcool, on ira boire un coup. » Donc c'est-à-dire qu'ils étaient contents quasiment que les raisins mûrissent, quoi, parce qu'on n'a pas connu ça depuis très longtemps. Alors ça nous ramène quand même à une petite histoire, c'est que évidemment dans ces années 90 ou 80, le principe c'était pas de maîtriser la maturité du raisin, c'était de faire mûrir le raisin. C'est-à-dire qu'on avait quand même un autre sujet que celui qu'on a maintenant. Et tout ça pose aussi évidemment les bases d'un équilibre qui est celui de la maturité d'un côté et de l'acidité de l'autre. Le problème de l'acidité haute, c'est qu'elle est saillante, on trouve ça dynamique, on trouve ça super, etc. Mais si on n'est pas mûr ou assez concentré après, c'est là qu'on commence à tomber, là on marche sur la crête et on tombe du mauvais côté. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur ces millésimes un peu comme ça. Alors personnellement, je préfère jouer avec des millésimes un peu saillants comme ça sur ma cave personnelle que tomber dans le millésime surmûr, compoté, limite un peu roux-doudou, ce qui pour la Syrah en Rhône-Nord, pour moi, n'a plus de sens. C'est-à-dire je préfère à la limite aller la chercher à Puy-Chabon ou quitte à jouer la carte de la Syrah mûre, je préfère aller la chercher là où elle est vraiment solaire et mûre. Mais par contre,
sur Crozes-Hermitage, ce que moi, entre consommateur et sommelier, j'attends, c'est d'aller sur cette sensation un peu plus salivante, sur ces sensations en fait sans douceur. Hein, il n'y a pas de douceur ni de côté édulcoré. Voilà. Et 96, bah, vous allez voir. Alors, là j'ai une bouteille, je vais goûter l'autre pour voir, parce que évidemment, ça c'est un petit clin d'œil que j'aimerais vous dire. Attention, hein, quand les bouteilles ont 20 ans ou 30 ans, vous ne buvez plus un vin, vous buvez une bouteille. Elles ne seront jamais pareilles. C'est pas des vis et des boulons, hein. C'est un truc qui vieillit, qui a un bouchon, qui voilà. Donc mon conseil, c'est vraiment d'être... Si vous servez des vieux millésimes, servez jamais 3-4 bouteilles côte à côte. Ça ne sert à rien, elles n'auront jamais le même goût. Et donc, on va parler un petit peu de ce 96, qui commence pour moi. Alors, j'ai 2 bouteilles, elles sont un tout petit peu différentes, mais pas trop. Là, on bascule dans l'univers du tertiaire. Hein. On bascule, il y en a une ou deux qui ont glissé sur le côté semi-oxydatif, humus, voilà. Qu'est-ce que vous diriez à l'aveugle sur ça? Parce que là, c'est intéressant. Hein. À l'aveugle, les Syrah, quand elles ont commencé à se poser comme ça, et surtout quand elles sont nées sur des équilibres alcool, vous diriez quoi? Ça fait vieux Pinot. Hein. Ça fait vieux Pinot des années 90, le pommard qui commence à focuser un peu, qui commence à sentir un peu tranquillement l'humus et tout. Et donc, de cette manière, on est dans un univers un petit peu balsamique, un tout petit peu sous-bois, un peu cendré. On sent qu'il y avait de l'élevage. On sent que c'est un vin qui a été élevé. Pour moi, il y a un petit côté bois brûlé du bois, cendré. Peut-être que les élevages étaient plus poussés à l'époque. Peut-être plus de bois neuf. Hein. Je pense que si c'est 12,5, c'est que c'est une tromperie. C'est 12,5, je pense, donc ça c'est 11,9. Je plaisante, hein, mais c'est vrai. Hein. Si vous passez tout à l'heure au stand de chef-d'œuvre, j'ai amené des âmes sœurs 2010 de Stéphane Augier. La vigne avait 10 ans et ça fait 12,5 d'alcool. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas se faire chier à faire les étiquettes. Hein. La vigne, je vous assurais que les 2010 à l'époque, sur des jeunes vignes en plein schiste, c'était. Voilà. En fait, donc là, on sent bien évidemment cet équilibre qui nous ramène plus évidemment vers les équilibres de Pinot. Alors moi, j'aime bien que les Syrah pinotent, mais quand elles sont saillantes et mûres et qu'elles tirent vers ça à un certain âge, ok, mais il faut qu'elles gardent la consistance. Là, on commence à... je ne sais pas comment vous le sentez, hein, mais pour moi, on commence à perdre un petit peu d'énergie et de densité et de se dire, bon, c'est cool, c'est vénérable, mais ce n'est pas impressionnant. C'est-à-dire qu'on aimerait plus de muscles dans cette cuvée. Et sincèrement, pour avoir été quand même souvent client et d'avoir, je pense, quasiment tous les millésimes de Claude Grive de Laurent Combier dans ma cave perso, je peux vous assurer que ça vieillit pour tout ce qui est 97, 99, 2000, 2001, 4, enfin, tout ce qu'on ouvre, c'est bombesque. Je pense que là, on est sur la bouteille qui, entre guillemets, montre que tout n'est pas non plus qu'une question de style ou de pâte. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on est sur le fil, sur la crête. Quand le vin commence à se casser la gueule de l'autre côté, bon voilà. Et évidemment, des millésimes comme ça, on n'en a pas connu beaucoup. On va dire qu'il y a eu 2002, il n'y a plus que des grives. 2008, 2014 et 2018. Ah non, 2018 peut-être ça ira. Non, 2018 ça va. Et on a sauvé les meubles clairement chez Laurent. Mais 2014, si vous allez goûter au domaine, vous verrez que 2014, c'est un millésime un peu timide comme ça. Hein. Vous vous rappelez du millésime 2014, hein, assez froid, Suzuki. Vous vous rappelez cette petite mouche là ça sentait le vinaigre dans le vignoble et tout. Bref, tout ça pour dire que cette bouteille, elle est le témoin de la limite d'un beau millésime d'une époque. Je vous écoute. Alors, bon, on dit toujours que, très bonne question, un sommelier qui sert dans un grand établissement des bouteilles, d'abord il connaît parfaitement sa cave et surtout, c'est le plus important, il connaît bien ses clients. Parce que, en fait,
pense que le métier de sommelier, c'est plus autant de psychologie que de... Mais évidemment, il connaît bien ses bouteilles, il connaît leur degré de conservation et d'évolution, parce qu'il les déguste régulièrement. Il est clair que selon évidemment le marché qui est visé, il y a quand même des codes. Hein. Un Chinois de Shanghai, il ne boit pas les mêmes sensations en rouge qu'un Américain, que d'un puriste anglo-saxon, etc., enfin anglais de Londres, etc. Donc en fait, à partir du moment où les gens comprennent un peu de quoi on parle, il faut être conscient qu'on ne parle pas juste de Crozes-Hermitage, du Clos des Grives, etc. Il faut comprendre que les gens, quand on échange avec eux, vont dire « moi j'aime les cires à vendange entière de Pierre-Paul Jacques ». C'est un peu comme la mode de la cuisine, quoi. Vous essayez de comparer ça à ce que vous connaissez. Et donc globalement, si on définit l'ADN logique très vite de la personne, on arrive comme ça à cerner un petit peu ce qu'il va aimer. Si vous me dites, moi j'aime les Crozes-Hermitage de Laurent Combier et que j'aime les Cornasses de Clap, je fais le grand écart, par exemple. Hein. C'est pas du tout la même chose. Mais j'essaye de comprendre ce qui... Voilà. Et donc, en fait, la personne qui vend ses bouteilles va essayer de... Alors, il est clair que sur des Américains qui sont peut-être un peu habitués au confort, à la douceur, à la puissance, etc., je n'irai pas sur ce genre de choix. Par contre, sur un puriste, un mec qui aime les vins sur le fil, etc., qui veut sortir un petit peu de son univers, souvent, ce genre de vin, et particulièrement avec le Clos des Grives, ça sera à l'aveugle. Celui qui veut se taper un Hermitage de Chave ou de machin de Pierre-Paul Jacques, bon, il sait ce qu'il faut dire. Voilà. Mais celui qui veut vibrer, je vous rappelle simplement que le Clos des Grives, en 2016, ça devait coûter, hors taxe prix professionnel, 13 €. Quoi. Bah oui. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut. C'est une bouteille qui vaut 21 € hors taxe, prix professionnel, ou 22. Je déconne un truc. Mais voilà. C'est ça le prix de Crozes-Hermitage sur les cuvées haut de gamme. Donc on est peut-être un peu plus, 25 maintenant, mais sur les 2019 ou 2020, mais 2009. Mais globalement, pour une cuvée qui fait 18 mois d'élevage, qui propose des plaisirs comme ça aujourd'hui, dans le marché, il y a zéro incohérence. Par contre, pour répondre à votre question sur les marchés, il faut comprendre un petit peu ce que les gens aiment. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est de comprendre ce que vous aimez. Parce que moi, j'aime bien dire ça, j'aime ça parce que. Et donc, il y a des plaisirs que je préfère que d'autres, simplement. Mais bon, j'espère avoir répondu à votre question. Simplement, dans un restaurant, les contacts entre un sommelier et un client, il est très immédiat. Ce n'est pas une clientèle qu'on connaît très bien, à part certaines maisons comme Taïwan et autres, où là, les gens viennent, 80% du temps, c'est des clients habitués, etc. etc. Donc, en fait, on est dans l'échange immédiat. Et le but, c'est de comprendre un petit peu l'ADN logique de chacun. Hein, mais souvent, quand on a cette culture élargie des appellations des vins et autres, on arrive à proposer des vins qui proposent des plaisirs similaires ou ne serait-ce que un petit peu différents de ce que la personne vous dit. C'est un peu ce qui est intéressant dans ce métier, bien sûr. Vous trouvez comment ce petit 96 là? Vous aimez? Moi, je trouve qu'il a le poids un petit peu de son âge. Il est un tout petit peu fané. Et à la fois, il a de l'esprit. On va dire que c'est les muscles qui tombent et l'esprit qui arrive. Voilà, on va avec les Beaucastel maintenant? Alors, mais vous voyez ce petit côté un petit peu truffé, cendré qu'on a au nez. Je pense que c'est aussi une grosse partie de l'élevage de son époque. Ce côté truffe noire. Vous allez voir, la truffe, on va la retrouver. Attendez, on va faire dans l'ordre parce que là, si vous partez avec le 2011, on ne servira pas le 2019 derrière. Pardon. 2019 d'abord. Je prends un petit fond. Bon, 3 millésimes de Beaucastel, ça va? Une objection? Alors, troisième réflexion sur ce qu'on va déguster là. Intéressante. On descend climat chaud. Et ça nous amène à un degré de réflexion sur la maturation et l'aptitude qu'ont les climats chauds à faire des vins de garde. Je pense que très très souvent, et peut-être beaucoup trop souvent, et j'aime bien, c'est de la période qu'on vit maintenant, c'est que là on est entre guillemets en train de vivre un moment où on est en train de tordre le cou à beaucoup d'a priori.
les vins du sud sont sucrés et puissants, etc. Les vins du nord sont... En fait, 2018, 2019, 2020, c'est reset total. 2018, il faisait plus froid en Corse qu'à Bourgogne. Non, mais c'est vrai. Et 2019 a fait des vins extraordinaires partout. Sincèrement, tous les 2019 que vous pouvez trouver à 99% du temps, peut-être à Sancerre où je suis un peu plus sceptique sur les 2019, mais globalement, c'est grandissime. Les chenins sont magnifiques, les grands vins de Bordeaux sont incroyables, les Jurans sont magnifiques. Bref, 2019, il faut remplir la cave. Hein. C'est un peu le 90 de l'époque. Hein. 2020, pareil, on a des très très belles choses. Hein. On n'a pas vu naître, mais on l'a pas vu naître ce millésime pendant la pandémie, mais globalement, on a fait des trucs top. Mais on a quand même considérablement lissé l'effet climat. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait que les grandes appellations, dans ce qu'elles ont été, peut-être un peu poussiéreuses, peut-être un petit peu figées, peut-être un petit peu écrites, elles ont une capacité absolument incroyable, c'est à transcender les codes des millésimes. Châteauneuf-du-Pape, vous pouvez dire ce que vous voulez, même si c'est une appellation qui est écrasée par le soleil, d'ailleurs c'est une des rares appellations en France sur le village de Châteauneuf qui autorise l'irrigation, vous le savez ça? C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on autorise l'irrigation, ce qui contredit complètement l'idée du système racinaire et autres, pour que la plante ne meure pas. Bon, ça laisse songeur. Pour moi, l'irrigation est une hérésie par rapport à l'identité de lieu et par rapport à la salinité apportée par les lieux. Mais si on veut faire un joli vin mûr, pas de problème. On en fait des très très belles lectures partout ailleurs. Mais Châteauneuf-du-Pape, quand vous avez des vieilles vignes, quand vous avez un matériel végétal bien en place, une viticulture engagée. Alors Beaucastel, c'est bio depuis les années 60. Hein. Donc si vous voulez, là le marketing du bio, il n'y a pas de sujet. Vous ne verrez jamais ça au-dessus de l'étiquette du domaine. Ils s'en foutent. Ce qui est intéressant dans Châteauneuf-du-Pape, c'est la capacité qu'ont les lieux à encaisser la surmaturité et surtout cet assemblage-là. Parce que là, Beaucastel, on rentre dans une histoire un peu particulière, c'est-à-dire on fait la part un petit peu moins belle de la Grenache, qui, pour moi, est super, hein, mais elle est magnifique sur des terroirs de sable, qui fait des vins infusés, floraux, secteur de Pignan, Piélon, Raya, Senco. Tout ça, c'est merveilleux quand c'est mûr à 14,5. Mais quand c'est né sur des galets roulés à 14,5, moi, une Grenache, ça me fatigue. J'en bois, je mets le nez dessus, je sens l'alcool, je sens le sucre, je sens la surmaturité. J'en ai pas envie, quoi. Enfin, globalement, ça me saute au nez comme ça. Ce que j'aime dans Beaucastel, c'est la capacité, en fait, qu'a les Mourvèdres à recentrer un petit peu tout ça. C'est une matière beaucoup plus dense, beaucoup plus animée de sel, et il y a les 13 cépages, certainement, qui doivent complémenter un petit peu tout ça. Mais ce qui est vraiment très beau dans Châteauneuf-du-Pape, et particulièrement sur 2019 à Beaucastel, c'est la capacité qu'ont les vins. Vous avez goûté des 2019 à Châteauneuf-du-Pape ou pas? Enfin, sincèrement, tous ceux qui sont dominés par le Grenache, c'est rouleau compresseur. Prenez une goutte sur la langue, ça fait 15,5 d'alcool, c'est très sucré, c'est très saturant. Moi, j'aime pas trop la définition du vin sucré-saturant. Ou alors, je vais l'acheter, je sais pas moi, dans la Yarra Valley en Australie. Voilà, je sais pourquoi j'y vais, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Beaucastel, je trouve, c'est la capacité qu'a cet assemblage très particulier. Peut-être ce système, on va dire peut-être, parce qu'il y a tellement d'équations qui sont possibles dans le monde du vin. Ce système racinaire plus cette adéquation avec les 13 cépages, peut-être que certains sont très complémentaires d'autres, mais la Mourvèdre donne vraiment l'architecture et la structure. Vous aimez les grands Mourvèdres, les grands bandoles? Ça, typiquement, je pense qu'un grand bandol qui a 15 ans ou 20 ans, typiquement, que vous alliez chez Tempier, chez Pibarnon, chez Terre Brune, etc., que vous alliez faire un petit peu tous ces domaines-là et que vous plongiez un petit peu dans les âges, vous verrez en fait la capacité qu'ont ces vins à garder de la structure contre en fait leur matière, et on revient tout à l'heure à ce que je vous disais sur les blancs, hein, quand la matière est large, elle se minéralise. C'est la même chose sur les rouges. Hein. Quand les vins ont de la douceur, ont de la puissance et autres, si vous avez des jolis socles, ou si vous avez des vraies racines, les vins vont se recentrer comme ça et vont être beaucoup plus salivants et beaucoup plus structurés. Donc ça va être intéressant sur, évidemment, la capacité qu'ont les vins à vieillir. Et pour moi, évidemment, tout ne vieillit pas. Alors, j'aime dans Châteauneuf-du-Pape la capacité qu'ont les vins à faire passer de la structure en alcool élevé quand même, parce que mine de rien,
Bon, bah, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. On va passer de 13 à 14 sur les vins. Alors, le vin de 2019 qu'on déguste, c'est 14,5. Ensuite, on va déguster 2011 qui nous fait un joli 14,5. Et pareil, on terminera avec 2007. Le vrai intérêt, c'est-à-dire que là, on passe 1,5 degré de structure alcool au-dessus de ce qu'on a dégusté avant. Mais vous allez voir un petit peu aussi la capacité. Et là, c'est intéressant, c'est un cas d'école. 3 millésimes solaires sur cette équation. Mourvèdre, 13 cépages dominantes. Vieille vigne, racines profondes, etc. Sur Châteauneuf-du-Pape, sur Courthézon particulièrement ici, donc pour Beaucastel, parce que Châteauneuf, c'est 3200 hectares. C'est énormément. 3200 hectares, c'est pas rien. C'est 10 fois Chassagne-Montrachet. Donc, 10 fois Meursault. Donc, il faut quand même comprendre un petit peu la surface viticole qui est proposée. Et bien sûr, il y a des différences géologiques très très fortes. Et avec, vous rajoutez le nombre de cépages qui sont composés là-dedans et la pâte du domaine, et là, ça fait un bordel complètement incroyable à essayer de comprendre. Mais moi, ce que j'aime bien dans Beaucastel, c'est la capacité qu'a faire passer en fait ces cépages méditerranéens assemblés ici avec du soleil sans trop de soleil. Et le sentiment en fait qu'on a un vin extrêmement classe malgré les muscles. Hein, on peut avoir des muscles et de l'esprit. Donc, 2019, bon écoutez, hein, c'est un millésime, je vous souhaite de mettre tous les 2019 que vous trouverez dans votre cave personnelle. Sincèrement, c'est un millésime dont on se rappellera. Petit rendement, un petit peu de vent du nord ici, sur Beaucastel particulièrement, de la concentration, des petits rendements. Évidemment, c'est le salut évidemment des vins de Châteauneuf, hein, on fait du 20 hecto-hectares, 15-20 hecto-hectares. Amené, vous allez voir, sans réduction. Ce que j'aime bien sur ce millésime jeune 2021, c'est qu'il est assez épanoui et précis. J'aime pas trop, moi, les grenaches qui tordent un peu du nez ou les... Voilà. Là, je trouve que c'est assez précis, c'est net. On est dedans, on sait, on met le nez dessus, on plante le décor, ok, on a un petit côté fruit cuit, fruit du maquis, la petite baie un peu acidulée, un peu corsée, mais aromatiquement un petit peu épicée. On plonge directement dans ce caractère un peu réglissé, limite un peu chocolaté que la Mourvèdre peut proposer et sauvage. Moi, j'aime bien cet univers en fait où on a de la dynamite au milieu du côté mûr et dense hein, en fait, hein, du fruit. J'ai un petit caractère également un peu mentholé, vous savez, ce caractère peut-être baie de cassis, mais un peu avec la maturation de cassis, on a mis 2-3 feuilles de menthe et de sauge au milieu de tout ça. On a ce caractère en fait presque végétal frais mentholé au milieu de toute cette maturité. En bouche, 14,5 d'alcool. Alors, on sent les tanins. Quel est le salut en fait des millésimes chauds? C'est leur structure certes, mais c'est aussi bon. Alors là, on a de l'acidité, je vous rejoins. Par contre, c'est quand même un milieu dans lequel on extrait plus de polyphénol. Quand on a plus de structure alcool, on extrait plus de tanins. Ça, c'est de la pure chimie, physique. Et donc, il va falloir comprendre simplement que dans les millésimes qui ont de la structure, c'est peut-être des fois un peu ce côté dense et puissant, on extrait plus de structure tannique. Et ce qui forge évidemment des grands millésimes de garde. Alors vous allez voir, ce qui est étonnant, c'est les 2011 et 2007, qui sont des grandes années de Beaucastel, sur des millésimes un peu profilés, chauds, méditerranéens et denses, et dans lesquels en fait on arrive à faire passer de la l'onctuosité en salinité, quoi. Hein, parce que là, vous avez eu sur ce 2019, il n'a pas de saturation sucrée. Hein, si vous faites le benchmark, entre guillemets, il y a des années comme ça qui paraissaient, même à Beaucastel, hein, un peu plus sweet, un peu plus sour, un peu plus dense et donc un tout petit peu plus saturante pour les papilles. Moi, ce que j'aime bien dans le 19, c'est qu'il a une véritable percussion acidulée et une vraie sève tannique qui va sécher en sensation à la douceur. Et je trouve que dans les millésimes un peu solaires comme ça, c'est le salut des grands vins. Parce qu'il faut de la densité, de la richesse aromatique, mais pas de douceur. Il ne faut pas de cocooning, quoi. Moi, à partir du moment où ça commence à roucouler un petit peu et que ça commence à... C'est un peu comme un grand dessert. Il ne faut pas qu'il y ait de saturation, hein, ni de douceur, ni quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait du sel,
des acides, des choses comme ça. Et donc, de cette manière, je pense que 2019 à Beaucastel écrit une belle partition. Vous aimez ou pas? Bon, évidemment, hein, c'est un peu sérieux comme vin, quoi. C'est pas le vin de l'apéro, on ne se le claque pas à 13 degrés. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir un petit peu à ça aussi. Les vins mûrs ou les vins de structure qu'on déguste sont des vins à apprécier selon évidemment ce que la température de service peut aussi apporter. Les champagnes vieux millésime, ça ne pas trop froid. Sinon, vous les cassez complètement. Pareil sur les rouges, attention, pas trop les brider sur cette expression quand ils plongent dans l'automne et autres. Sinon, on les cintre un petit peu et on perd un petit peu du potentiel. Mais sur les vins qui ont encore un peu plus gardé de fruits, vous pouvez vous autoriser aussi cette température un peu plus fraîche, parce que là, à 1 ou 2 degrés de moins, pour donner un peu de percussion et de fraîcheur à l'univers. On y va avec 2011. Je vais vous ouvrir le deuxième magnum, là. Ah, vous pensez que 1, bon, en fait, allez-y avec 1, parce que je sais pas, on ne va pas ouvrir des bouteilles pour bêtement, mais... 2011, année solaire, enfin c'était une belle année, hein, Châteauneuf. Hein. Vous vous rappelez de 2011? Non, pas trop. Année très végétale en Bourgogne. Géranium. C'est vraiment le millésime qu'on reconnaît assez facilement sur toute la partie nord de la France. Champagne, Loire, Bourgogne, Alsace. Vous mettez le nez dessus, il y a le côté géranium qu'on est en train de couper sur le balcon quand il commence à faner un peu là. Géranium asperge. Ça, je déteste. C'est un millésime de vigneron, clairement. D'ailleurs, on les retrouve assez facilement comme ça. 4, 7, 11, c'est vraiment un triptyque de millésimes comme ça dans le nord de la France, comme ça. Rien à voir avec le sud de la France. Châteauneuf-du-Pape, Côte-Rôtie, super. Millésime vraiment très poudré, très intéressant maintenant. Crozes-Hermitage, les vins sont délicieux. Châteauneuf-du-Pape était beau, intense et solaire, mais un peu comme Bandol. Et en fait, on a aujourd'hui la sagesse, la maturité entre guillemets de ces millésimes qui commence comme ça un petit peu tranquillement à se poser. Mais c'est des vrais athlètes, hein, franchement. Hein. Et ça, sur tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire 11 de la Provence, en passant par le Languedoc, et même dans la Ribera del Duero, même Barolo, pour ceux qui aiment les vins italiens, c'est des vins avec des structures puissantes, intenses, et qui ont des vraies densités. Quoi, hein. On a affaire à des millésimes chauds solaires, mais qui n'avaient pas forcément à l'époque, à la naissance en tout cas, le sel des 19. Mais ce millésime 2019, là, il est chaud et solaire, mais il n'est pas saturant. Je ne sais pas comment vous l'avez lu, mais moi, je trouve ça assez beau. Et le 2011, peut-être était, à l'époque, en tout cas en termes de ressenti, quand je le notais, moi, quand on a découvert en 2013-2014, c'était un millésime comme ça. Alors aujourd'hui, il se pose un peu. Et puis là, moi, ce que j'aime bien en Beaucastel 11, c'est la truffe. Alors là, si vous aimez la truffe noire, c'est la saison, là. Je sais que ce soir, en rentrant, c'est truffe noire pour tout le monde. Donc, il faut... hors taxe. Il faut aller chercher un petit peu le côté mélanosporum dans le verre. Hein. Tomates séchées, mélanosporum, fruits un peu compotés quand même, un peu marmeladés. Je trouve qu'on est dans un fruit un peu cuit, moi, sur la teinte du fond du verre. Avec un côté réglissé au milieu. Mais franchement, vous mettez le nez dessus, vous savez où vous êtes. Vous savez que c'est solaire, vous savez que c'est méditerranéen. Moi, j'aime bien cette idée qu'il y ait une photographie du territoire ou du paysage qui fait naître les vins. Et donc, derrière ce côté un petit peu confit, compoté, écrasé du fruit, un peu cendré, truffé, réglissé, eh bien, on a un univers assez équilibré. Après, ceux qui ont des repères, vous goûtez souvent des Porto Vintage ou autres? Des Porto Vintage un peu poudrés, un Porto Vintage de 97 par exemple. Là-bas, je crois qu'il y a des Taylors 97 à aller goûter. Vous verrez, il y a un peu ce côté mûr, feuille de menthe. Eh ben, allez goûter là-bas tout à l'heure et vous verrez, vous retrouverez un petit peu des fragrances qu'on a sur le fond du verre comme ça. On sent que c'est solaire et dense. Impossible de placer ce vin à l'aveugle en climat frais et tempéré, vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a pas de sujet. On sait qu'on est méditerranéen.
c'est un gros bébé. Hein. Vous avez vu la structure? Là, pour moi, il y a beaucoup plus d'épaules, beaucoup plus de densité, peut-être même un plus de sucrosité. Hein. Vous sentez ce côté plus solaire? Quand on compare au 19, qui fait passer des muscles en longueur, là, on sent qu'il commence qu'il a un peu de rondeur et que, d'une certaine manière, il est dans le confort un petit peu de son époque. J'aime bien, moi, je préfère aujourd'hui les vins qu'on fait maintenant à Beaucastel que ceux qu'on a eu fait peut-être à l'époque. Mais sincèrement, on a de la douceur et de l'épice et il y a de la grandeur, quoi. Hein. On est dans de la grandeur méditerranéenne. On a quelque chose de long, d'assez, un peu de tanin. C'est pas d'une incroyable discipline encore aujourd'hui, mais d'une certaine manière, on sent le potentiel. Et bien sûr, cette richesse, cette densité a fait passer plus de polyphénol, plus de tanin, plus de structure, plus de densité, un peu de douceur également. Bref, ça fait penser un peu, c'est très typique de ce qu'on a en Mourvèdre à Bandol. Hein. Vous avez goûté des Bandol 2011 ? C'est des sauvages, quoi. Ça déborde dans tous les sens, ça saute sur le stade, bref. Non, mais bref, j'imagine, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à un climat solaire méditerranéen, mais pas dans une incroyable discipline encore aujourd'hui. Évidemment, ce qui va les recentrer un petit peu, c'est le temps. Il va falloir un peu que tout ça se sculpte. Alors, je ne connais pas les proportions de Mourvèdre exactes sur le 2011. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu plus de grenache sur ce millésime-là. Tout comme le furent d'ailleurs, je vous invite à aller goûter, il y avait des 98 à Beaucastel à goûter là-bas. Et à l'époque, c'était bien. 98, c'était une grosse année. Quand on l'a vu naître à Châteauneuf-du-Pape, c'était waouh. Ça et 2001, sincèrement, c'était les années Parker, etc. Enfin, on était dans une époque, il fallait beaucoup de muscles. Et on s'en foutait un petit peu de l'esprit, en fait. Et quand on y pense, on se dit que c'était bien, mais je préfère le dessin clairement des vins, maintenant, qui font passer beaucoup plus d'émotions en ressenti, hein, à mon sens, que cette dimension solaire et dense. Après, avouez quand même que c'est pas mal. Bon, dans la difficulté de ce moment partagé, vous avouerez que voilà, il y a des moments plus malheureux que ça. Mais d'une certaine manière, c'est un Beaucastel 2011, pour moi, qui est entre deux. C'est-à-dire il est au début de sa phase de maturité, et à la fois, il n'est pas dans le plaisir total. Il est un poil saturant, il déborde un petit peu sur les côtés de bouche, pour moi, par rapport à ce que fut à ces années solaires. Maintenant, on va en goûter un troisième, 2007, qui est une autre année extrêmement dense, peut-être le millésime de la décennie à Châteauneuf, hein, clairement. Mais 2007, vous vous rappelez de 2007 en Bourgogne ou ailleurs? Enfin, la Champagne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais simplement pour parler un petit peu de 2007 à Bordeaux, on ne s'en rappellera pas. Enfin, c'était un peu... avec ça et 2004, c'était très végétal. En Bourgogne, c'était à peine mûr, des blancs un peu saillants et autres qui n'ont pas trop tenu, et des rouges un peu comme les 2017 qu'on a maintenant, là, qui sont un peu light, mais qui sont d'une certaine manière assez plaisir à boire jeune, quoi. Hein. Non, mais maintenant, les 17, ça, c'est du plaisir. Mais sur le paysage plus coloré méditerranéen, 2007 était beaucoup plus dense, beaucoup plus masculin, beaucoup plus puissant. Alors attention, pas de sexisme avec les millésimes machin, etc. C'est beaucoup plus... Voilà, c'était pas d'une incroyable frivolité ou d'une forme d'élégance comme pour moi le 2019 propose aujourd'hui. Et on arrivait avec beaucoup de structure, poussez-vous les gars, tac, hop, c'est moi, Châteauneuf-du-Pape. C'est un peu ça que je reproche un petit peu à ce millésime 2007 à l'époque. Et d'une certaine manière, j'aime bien cette évolution douce proposée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter un petit peu à ce 2007 Mince, je me suis servi... Pardon, c'est pas le bon que je me suis servi. Ok, pardon Manu. Vous avez la bouteille avec moi? Merci. Merci. Comment? Oui. Oui. Alors, pour moi, enfin, on est dans l'entre-deux phases. C'est-à-dire, on est dans la phase où
on est dans la sucrosité et on sent la chaleur, et on n'est pas dans le côté complètement noble, même si la truffe est assez sympa au nez, etc. Moi, vous sentez la truffe un peu dans ce 2011 ou... Moi, j'aime bien ce côté un peu truffé, je trouve ça très excitant pour les sens, mais j'aime bien les bouches un peu plus centrées, un peu plus épurées comme ça. Et à mon sens, on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire la course, mais on n'est pas arrivé au bout du chemin. Et on voit bien d'ailleurs quand on va déguster à Beaucastel et qu'on fait des vues millésimes et autres. Moi, j'aime bien quand finalement les messages chez Châteauneuf-du-Pape se recentrent sur des structures qui sont comme un petit peu comme on dit tout à l'heure, larges au départ, mais qui se sont recentrées. En fait, ce qu'on aime tous dans les grands vins de Bourgogne, etc., ces salivations particulières, ces sels, le côté posé, poudré, on aime le côté évanescent, les messages intenses et plein de choses. On n'aime pas le côté poussez-vous, c'est moi qui est là, etc. En fait, personnellement, c'est pas ce que j'aime moi, mais il y a des personnes qui sont très impressionnées par des vins à 15,5 d'alcool, avec truc. Fair enough, histoire de goût. À mon sens, dans la magie des grands vins, dans les 2011, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint la sensation où le vin s'est minéralisé totalement. Et quand tu dis ça, dans ta tête, tu te dis il faut que je le regoute dans combien de temps? Alors c'est toujours difficile à dire. Moi, je préfère, entre guillemets, les millésimes plus sur le fil et frais que ce genre d'année-là, typiquement, à goût perso, hein, parce que je trouve qu'ils arrivent plus vite dans l'équation, machin. Et puis en fait, c'est que aussi je commence à vieillir un peu et je me dis que, bon, en fait, c'est bien de se projeter dans 20 ou 30 ans, mais globalement, au bout d'un moment, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant dans les structures de bouche, par exemple, moi, un millésime que j'adore à Châteauneuf-du-Pape, c'est 2014. 2014, c'est un millésime très froid, très dur, etc. Mais vous goûtez Domaine de Marcoux, avec des grenages dominantes. Vous goûtez, je ne sais pas moi, Massin, Louis, tous ces domaines-là. En fait, vous verrez quasiment des structures de Pinot, et avec le message méditerranéen. Moi, j'adore ça. J'adore ça parce qu'on est Marcoux 14, c'est un bouquet de fleurs liquides, quoi. C'est magnifique. Enfin, franchement, un truc de dingue. Avec pas trop de sucrosité, pas trop de douceur. Et donc, voilà le genre de truc dans lequel je me retrouve très, très bien. Maintenant, ce genre de message-là, pour moi, c'est encore 5-6 ans de maturité et dans lequel, évidemment, un peu comme pour certains Beaucastel des années, je sais pas, 2004 ou autre, au bout d'un moment, tout le monde tire son chapeau et dit, bon, son Altesse, voilà, parce que c'est la magie aussi de ces genres de millésimes et de ces grands terroirs, c'est qu'à un moment ou à un autre, on rend à César ce qui est à César, quoi. Hein, mais c'est... moi, je pense que Beaucastel a les mêmes schémas d'évolution que les grands Mandoles. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de caprices et de densité jeune, mais quand les matières sont poudrées et posées, là, c'est... Voilà, il faut rendre à César ce que c'est ça. Alors 2007, on y va, pour terminer tranquillement ensemble, parce que ça fait en cause, là, depuis tant de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que vous en... Et aromatiquement, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je suis sur un univers, en fait, qui est beaucoup plus occupé par l'univers du bois, par l'univers ligneux, par l'univers du cèdre, de la boîte à tabac, de l'univers tranquillement de ce côté un peu plus sanguin, ligneux du vin. On a beaucoup moins de place au confort, à la richesse, à la maturité sur cette dimension-là. Je n'ai pas l'univers truffé que j'avais tout à l'heure sur le 2011, que je préférais aromatiquement. Je trouvais le nez de 2011 d'une grande noblesse. Par contre, bon, on a le caractère un peu tomate confite, ce côté tomate séchée, la dimension peut-être plus méditerranéenne en fait. Hein. Ça frappe beaucoup plus à la porte, comme on a ce côté aussi peut-être tomate confite séchée, origan qu'on a dans certains Sangiovese. Je suis plus méditerranéen, clairement. Je descendrais presque plus bas même encore que Châteauneuf pour ce vin. Après, derrière, on sent qu'il a un petit côté menthol frais aussi, hein, on a une petite dimension, et olive, qui viennent tranquillement se greffer à ça. Je préfère l'évolution du 11, typiquement, sur le côté truffé. Personnellement, je préfère ces univers-là. Par contre, c'est un gros bébé. Hein. Sleeping. Les Américains disent « frozen in time ». C'est vraiment genre de millésime qui a tout enfermé dans lui, qui a retardement et qui
et qui a beaucoup besoin de temps. Après, là, on fait des choses que jamais vous ferez, que vous faites aujourd'hui exceptionnellement, mais que personne ne fait à la maison. C'est-à-dire que comparer 3 millésimes de Beaucastel côte à côte, ou alors vous avez des super vies, hein. Mais globalement, on fait ça, et les particuliers font très peu ça. Ce qui compte, c'est vraiment de comprendre un petit peu où en sont les vins dans leur schéma d'évolution, clairement. Après, en bouche. Par rapport au 2011, vous faites quoi comme constat ? Moi, je le trouve beaucoup plus... Pour moi, ce vin, il a moins de douceur en sensation, il a moins d'épaisseur et de structure alcool, et j'ai moins de chaleur, personnellement, malgré cet univers aromatique qui, moi, me ramène plus à la Méditerranée, au côté tomate confite, framboise eau de vie, etc., etc. Et donc, ce que j'aime bien dans cette lecture de bouche de Châteauneuf, c'est qu'en fait, le vin passe avec beaucoup de fraîcheur et pas forcément beaucoup d'épaisseur et de saturation. Et ça nous ramène un petit peu à un schéma intéressant, c'est que plus les vins vieillissent, plus ils se minéralisent, plus ils ont le sel, plus ils ont le caractère aussi peut-être poudré des matières. Vous voyez, les tanins sont quand même beaucoup plus disciplinés encore aussi que sur le 2011. Et d'une certaine manière, il me demande d'arrêter. David. Voilà. Mais grande persistance de vin et surtout gros plaisir. Voilà. Écoutez, du plaisir, j'en ai pris. J'espère que ça a été un plaisir pour vous aussi et que ça a été sympa. Merci Manuel. Plaisir. Allez vite déguster le reste. Allez finir les bouteilles.